Donc, je vais commencer par vous parler de l'histoire telle qu'on l'a apprise. En tout cas, la plupart des gens, c'est ce qu'ils ont appris à l'école. Et ça se vend encore, ce genre de choses. Par exemple, sur les aires d'autoroute, les rois de France. Et vous voyez que, voilà, il n'y a que des hommes. Et puis, on a un peu la même chose quand on s'intéresse à l'histoire de la littérature. Je ne vais pas toutes les faire, l'histoire de la philosophie, l'histoire de l'art, et puis bien entendu l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des hommes préhistoriques. Alors c'est ce que j'appelle le syndrome nos ancêtres les hommes. Et moi je vais vous raconter, je vais essayer de vous raconter une autre histoire pour parler un peu non pas des maîtresses, là je vais rien dire des maîtresses, mais parce qu'on les soupçonne d'avoir du pouvoir, les maîtresses. Moi, je vais parler des femmes qui ont eu le pouvoir. Alors, je vais commencer par, justement, faire la liste des gouvernantes de France, qu'on a pendant très longtemps appelées tout simplement des reines. Chez d'abord la famille que vous connaissez sous le nom de mérovingiens. Donc, je laisse leur nom s'aligner. Voilà. 6 premières femmes qui ont exercé le pouvoir. Là, je ne parle pas des épouses simplement, je parle des femmes qui ont exercé le pouvoir. Chez ce qu'on appelle les Carolingiens, en voilà quelques autres. Et puis la dernière famille, les Robertiens. Voilà, là vous commencez à voir des noms peut-être que vous connaissez. Et je vais faire un petit laïus sur Robertien. Pourquoi Robertien? En général, on n'a pas appris Robertien. On a appris autre chose. Pourquoi? Parce que le fondateur de cette famille est bien Robert Ier. Mais, donc d'abord, je fais le bilan de ces femmes qui ont gouverné en France sous la monarchie, 21, et je mets ici en rouge le nombre d'années qu'elles ont gouverné. Alors il y a parfois des hauts et des bas, mais enfin, globalement le nombre d'années qu'elles ont gouverné, et que ça devrait faire partie de nos savoirs, et ça ne fait pas partie de nos savoirs. Alors donc je reviens juste à Robert, le fondateur, Robert Ier, le fondateur de sa lignée, de notre dernière lignée. Pourquoi est-ce qu'on ne le connaît pas? Eh bien parce que sa fille est montée sur le trône, sa fille Emma Ier, que les historiens appellent aujourd'hui Emma Ier, alors qu'elle avait un frère qui n'est pas monté sur le trône, mais le fils de ce frère est monté sur le trône. Alors, entre Robert Ier et Hugues Capet, il y a une femme, on l'a fait disparaître, et on l'a fait disparaître dans l'histoire, et on l'a même tellement bien fait disparaître qu'on a recommencé, on a mis les pendules à zéro, si vous voulez, on a recommencé l'histoire à partir de Capet, et c'est pour ça que nous croyons avoir notre dernière famille, qui est celle des Capétiens. Alors si je reprends mon histoire donc des gouvernantes dites capétiennes, on en a 3 catégories, si je puis dire. D'abord ce qu'on appelle les Capétiens directs, les 3 premières, donc, et puis on passe ensuite, il y a un décrochement, c'est-à-dire c'est pas exactement des fils, des petits-fils, etc. On a un décrochement avec les Valois, et puis on a un 3e décrochement avec les Bourbons, donc dits Capétiens indirects, tout cela. C'est pas tout à fait comme ça que la véritable histoire s'est passée. Entre les Capétiens directs et les Valois, il y a eu un gros problème, on va dire, qui est qu'une femme aurait dû hériter du trône, qui s'appelait Jeanne de France, qui était la petite fille de Philippe le Bel, fille de Louis X. Cette Jeanne de France, eh bien, elle s'est fait voler son pouvoir, d'abord par un premier oncle, voilà, Philippe le Long, qu'on a appelé le Long, Philippe V le Long, puis par un 2e oncle, Charles le Bel, et puis finalement on passe aux Valois, donc parce que c'est un cousin cette fois-ci qui a attrapé le trône. Donc on a un certain nombre, on a 3 coups d'État, si on veut bien parler francs, qui ont eu lieu au début du XIVe siècle. Cette petite Jeanne de France, qui était petite quand son premier oncle a pris le pouvoir, elle a fini par grandir, mais on ne lui a jamais rendu son trône. En revanche, on lui a donné un trône
de compensation, on peut dire, hein, qui est la Navarre. Donc elle est devenue reine de Navarre et elle s'est mariée avec un Français. Enfin, donc on est tout à fait dans autre chose que l'histoire qu'on nous raconte. Simplement, ces décrochements et ces coups d'État ont conduit à la guerre de 100 ans. Qui a duré plus de 100 ans, plus que 100 ans, contrairement à ce que son nom indique. Alors, les Français étaient les gens qui avaient pris le pouvoir en France, les Valois, étaient dans l'incapacité d'expliquer pourquoi. C'était d'abord 2 oncles, puis un cousin qui était monté sur le trône, et ils ont assez vite, bon, c'est la raison de la longueur de cette guerre et du nombre de gens qui sont entrés en lice pour dire mais non, le trône de France, il n'est pas aux Valois, il est à nous, etc., etc. Et notamment d'abord les Navarrais, hein, le fils de Jeanne l'exclut, et puis des Anglais qui estimaient qu'ils passaient avant les Valois, peut-être après les 2 oncles, mais en tout cas avant les Valois. Et donc le pouvoir en France, qui n'arrivait pas à s'en sortir de cette guerre, a commencé à chercher une justification. Pourquoi est-ce que en France, on avait écarté non seulement une première fille, Jeanne, mais ensuite, si le pouvoir est passé de Philippe à Charles, c'est que Philippe n'avait eu lui-même que des filles, qui ont été écartées aussi. Puis Charles n'avait eu lui-même que des filles. C'est ce qu'on appellera un jour les rois maudits. On n'a que des filles, donc on est maudit. Tout de suite, on a cherché, il y a eu des bruits de bottes, il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas contents, et on a cherché une justification. Alors, la justification date du premier coup d'État, hein, quand Philippe le Long s'installe sur le trône à la place de sa nièce, qui est encore petite. Il a demandé, puisque personne ne comprenait pourquoi en France, la monarchie française, alors que toutes les autres monarchies en Europe reconnaissaient le règne des filles, pourquoi en France ça ne se faisait pas. Il a demandé notamment à l'Église, qui a dit non. Désolé, on n'a rien dans notre magasin qui peut vous aider. Hein, on a même un chapitre des nombres qui dit que quand il n'y a pas de fils, les filles héritent. Donc, pur coup d'État. Hein. Et pur coup d'État ensuite avec son frère, pur coup d'État avec le premier Valois, mais à partir du moment où la guerre s'est déclarée, on a cherché vraiment de quoi justifier ce qui se passait en France. Alors, en 1358, on a un début de découverte de quelque chose. Hein, on cherche dans les vieux grimoires, on cherche dans les greniers, dans les vieux châteaux, etc., dans les abbayes. On a un moine, Richard le Scott, sans doute l'Écossais, qui trouve un manuscrit de la loi salique, qui était un vieux manuscrit qui datait des années 800 à peu près. Alors, le manuscrit ne dit rien sur comment est-ce qu'on passe d'un roi à l'autre, mais il a vu écrite sur la dernière page de ce manuscrit une liste de rois, qui était écrite à la main, bien sûr, par un moine quelconque, et dans cette liste de rois, eh bien, il n'y avait que des noms d'hommes. Donc, il s'est dit peut-être que ça pourrait servir de justification au fait qu'en France, on n'a jamais eu de reine. C'est pas vrai, il y a eu plein de reines. Hein. Mais voilà, il a trouvé ça. Sauf que, certainement dans le cercle royal, on a regardé à quoi ressemblait ce manuscrit et on a vu que la loi salique, j'ai mis des dollars, mais on pourrait mettre des euros, enfin ce qu'on veut. C'est une liste de tarifs. C'est un très vieux code qui est fait pour faire la paix entre les familles et qui dit que quand on a volé un cheval, un bœuf, qu'on a tué quelqu'un, etc., on doit donner tant d'argent à la famille qui a été lésée pour arrêter la vendetta, hein, pour arrêter la vengeance, voilà. Donc c'est juste une liste de tarifs et il n'y a rien, c'est un code pénal si vous voulez, c'est un code, ça n'est absolument pas du droit public qui est là-dedans. Mais alors donc on a cherché d'autres choses, hein, et vous voyez ça fait déjà 10 ans là que la guerre a commencé, on a cherché, on n'a rien trouvé d'autre, on n'a rien trouvé de mieux que ce machin, donc on a commencé à le lire vraiment, et en 1390, on a trouvé un article dont on a pensé qu'on pourrait peut-être l'utiliser pour prouver le bon droit des Français, des rois valois.
Qu'est-ce que disait cet article? Il y avait un titre, puisque il y a à peu près 80, ça dépend des versions, mais entre 80 et 100 titres. Le titre 62, qui s'appelle De Allode, parce que c'est tout en latin, avec des formules germaniques incompréhensibles. De Allode, qui voulait dire des biens propres, c'est-à-dire qui traitait du mode d'héritage en absence de descendants directs. C'était tellement clair pour les Francs de l'époque que quand il y avait des descendants directs, qu'il n'y avait pas besoin de l'écrire, tout le monde hérite, hein, les filles comme les garçons. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de descendants directs? Et l'article 6 de ce titre disait, concernant la terre salique, qu'aucune portion de l'héritage n'aille aux femmes, mais que toute la terre aille au sexe masculin. Ça se comprend, la terre salique, il fut un temps où c'était des sortes de fiefs, puisque les Francs de cette époque-là avaient des terres que leur avaient données les Romains pour qu'ils servent à repousser les autres Germains qui poussaient. Hein. Bon. Donc on donnait des terres à des gens qui voulaient bien faire une sorte de service militaire, et évidemment, si l'homme à qui on avait donné la terre mourait du jour au lendemain, il ne fallait pas que cette terre puisse aller à un enfant, à quelqu'un qui avait peut-être un petit garçon qui avait 3 ans, etc. Donc il fallait que ça passe aux hommes, absolument. Mais tout le reste, tous les autres biens, chez les Francs saliens, passent aux femmes. Alors, on lit ce truc et on se dit, non, ça marche pas non plus, parce que la terre, il n'est pas question de roi, etc. Donc, une vingtaine d'années plus tard, un haut fonctionnaire de l'époque fait un faux. C'est-à-dire qu'il a lu ça, que toute la terre aille au sexe masculin, et il va dire, en France, on a une loi, alors il change le mot terre, hein, et il dit que tout le royaume aille au sexe masculin. Et on fait disparaître le reste de la loi salique, les 100 autres articles qui disaient que quand on avait coupé un doigt, on devait donner tant de deniers, si on avait coupé 3 doigts, un peu plus de deniers, si on avait coupé toute la main, encore un peu plus de deniers. On fait disparaître ce truc, parce que, évidemment, comment dirais-je, fonder le droit du roi sur une liste de bandits de grand chemin, bon, ça ne pouvait pas marcher. Donc, Jean de Montreuil a dit, en France, on a une vieille loi qui dit que toute la terre, tout le royaume doit aller au sexe masculin. Change terra pour regnum. Et puis, à partir de là, ces gens ont commencé à élaborer un scénario pour essayer de faire croire à cette histoire qui dormait, enfin c'était à dormir debout cette histoire-là. Donc ils ont inventé quelque chose. Ils ont dit, on a une loi en France, pas les autres peuples, mais nous, qui date des années 420. Il y a un roi qui a fondé cette loi, qui s'appelle le roi Pharamond. Il est à peu près inventé, ce roi-là. Hein, il est d'avant Clovis, etc. Bon. Et puis cette histoire, en fait, elle a toujours été respectée. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Elle dit que quand un roi meurt sans garçon, ou sans petit-fils, ou sans arrière-petit-fils, on va chercher l'homme le plus proche dans sa famille en stricte ligne masculine. Il ne faut pas qu'il y ait une femme entre les deux, ce qui permettait d'écarter les héritiers de Jeanne et les héritiers de l'Anglaise, qui était donc la fille de Philippe le Bel. Donc voilà, et évidemment ça ne tient pas debout, c'est une histoire à dormir debout, et pour justifier cette histoire, on a mis au point, les gens qui en parlent le moins possible du roi Pharamond, de l'année 420, etc. Mais en revanche, ils ont mis en place un discours sur la mauvaiseté des femmes. C'est-à-dire, heureusement que nos ancêtres ont statué cette loi, ont mis en place cette loi, parce que sinon ça aurait été épouvantable. Et voici le texte qui justifie le premier texte qu'on a qui justifie cette loi. Par exemple, on lit ceci: si la couronne de France pouvait tomber en femme, serait possible que la reine prendrait un homme de vil état et de très mauvaises conditions pour mari, hein, parce qu'elles sont bêtes les femmes, donc elle leur épouser un paysan. Voilà.
lequel conviendrait qu'il domina sur tout le royaume, dont murmures, débats, questions, guerres s'ensuivraient, et ce pourrait être la totale destruction du royaume. Ou par aventure, la dite dame prendrait à mari l'ennemi capital du royaume. Vous voyez à quel point elles sont sottes, hein, et qui cet homme, pour soit venger ou pour détruire le dit royaume, voudrait persécuter tous les princes et prélats du royaume, et gens notables mettre à totale destruction ou les assujettir à l'empereur ou à quelque autre prince spirituel ou temporel. Donc voilà, on met en place un discours qui dit que heureusement que nos ancêtres ont institué cette loi, parce que sinon ce serait la guerre permanente. On est en pleine guerre de 100 ans, hein, et c'est pas les femmes qui l'ont faite, hein, mais bon, voilà. Alors, les deux premières martyrs de cette histoire, c'est la reine Brunehilde, dite Brunehaut, hein, son nom s'est modifié, et qui a gouverné, donc, comme je le disais tout à l'heure, quand vous l'avez vu passer dans la liste, de 575 à 613, donc très longtemps, qu'elle a gouverné après la mort de son mari, pour ses fils, pour ses petits-fils, et même quelque temps pour ses arrière-petits-fils. Et la reine Frédégonde, qui a gouverné en même temps, puisque c'est l'époque où on partage le royaume, hein, donc il y a à la mort de chaque roi, quand il y a plusieurs hommes, on partage le royaume, et donc ces deux femmes ont commencé à faire l'objet de discours complètement débilitants dans les histoires qu'on écrivait. Ces deux femmes s'étaient faites la guerre, c'était bien la preuve que bien sûr, elles étaient des usurpatrices, et c'était bien la preuve qu'il fallait une loi, et que heureusement que nos ancêtres avaient fait une loi. C'était deux exemples de cette perversité des femmes au pouvoir. Alors, le temps, c'est une histoire, je répète, à dormir debout. Tous les gens qui connaissaient l'histoire de France savaient bien que ça s'était pas passé comme ça. On n'était pas passé des mérovingiens aux carolingiens parce qu'ils avaient vu qu'il manquait un héritier, puis qu'ils étaient allés chercher un cousin, etc. Tout le monde savait ça. Donc ça n'aurait sans doute pas eu beaucoup de succès, ce petit scénario qui avait été mis en place, s'il n'y avait pas eu des éléments, comment dirais-je, de la chance. Hein. Bon, alors la première grande chance, c'est l'invention de l'imprimerie. 1470. Avant, quand on écrivait des histoires, il fallait les écrire à la main. Quand on en avait écrit 12, on était très fatigué. Grâce à l'invention de l'imprimerie, on a pu écrire des livres par centaines, les imprimer par centaines, et à partir de ce moment-là, on a refait l'histoire de France. Hein. C'est-à-dire qu'on savait très bien qu'il y avait des reines qui a gouverné, on les a effacées, on a refait des histoires de France qui commençaient toutes par, en 420, le roi Pharamond institue la loi salique. Voilà, 3 lignes sur cette loi, et ensuite 10 pages sur les horreurs qu'ont fait à la France les reines Frédégonde et Brunehilde. Alors, 1483, le problème des messieurs qui ont inventé cette histoire, c'est qu'ils voient des femmes revenir au pouvoir. On pensait s'en être débarrassé depuis une centaine d'années. Il y a des femmes qui reviennent au pouvoir à partir de la fin du XVe siècle, et qui reviennent au pouvoir de manière longue et franchement très sérieuse. La première reine de France, la fille de Louis XI, qui a gouverné durant tout le règne de son frère Charles VIII, Louise de Savoie, qui a gouverné avec François Ier, son fils, pendant du moment où il est arrivé au pouvoir à sa mort à elle, Catherine de Médicis, qui va devenir la troisième martyre, on va dire, de cette histoire, hein, des femmes horribles, des reines horribles, qui a gouverné donc d'abord pendant la vie de son mari, puis surtout pendant la vie de ses fils. Alors, les gens qui ont inventé l'histoire vont commencer à la diffuser, cette histoire, non seulement à travers les histoires de France qu'on réécrit, mais à travers des traités. Voici par exemple celui de Jean Bodin, dans les 6 livres de la République, c'est-à-dire la chose publique, qui nous dit ceci: la gynécocratie, c'est-à-dire le pouvoir des femmes, est droitement contre les lois de nature, qui a donné la nature, hein, a donné aux hommes la force, la prudence, les armes, le commandement, et elle l'a ôté aux femmes. Et aussi la loi de Dieu, qui a disertement ordonné que la femme fût sujette à l'homme, non seulement au gouvernement des royaumes et des empires, mais aussi en la famille de chacun en particulier. Et cet homme-là écrit ça à la barbe, si je puis dire, du roi Catherine de Médicis. Alors, un autre événement a permis
a aidé à la diffusion de ce récit, de ce scénario, c'est la guerre civile, la dernière guerre civile du XVIe siècle, qui est une guerre de religion et une guerre de succession. Pendant cette guerre-là, en fait, il n'y aurait pas dû avoir de guerre si le futur Henri IV avait été catholique, hein, parce que Henri III n'avait pas eu d'enfant, Henri III est mort sans enfant, le trône serait tranquillement passé à son beau-frère, qui était donc l'époux de sa sœur, Marguerite de Valois, ma petite Marguerite de Valois, sur laquelle j'ai tellement travaillé, sauf que cet homme-là était protestant. Hein. Et le fait qu'un protestant monte sur le trône de France voulait dire que la France allait peut-être passer au protestantisme. Donc il y a eu guerre longue. Pendant cette guerre, il y a eu jusqu'à 6 candidats au trône de France. On est pendant une période où il n'y a pas de roi, hein, entre la mort d'Henri III en 89, assassiné, et là, le moment où Henri IV entre dans Paris en 93, il n'y a pas de roi en France. Mais il y a 5 ou 6 candidats qui tous se réclament de ceci, de cela, de tel ancêtre, etc. En général, ils se réclament tous de la loi salique, mais pas par le même ancêtre. Parce que moi, je remonte à ça, toi, tu remontes à ça, etc., etc. Alors, il y en a quand même 2 qui sont plus importants que les autres de ces candidats. Il y a Henri de Navarre, donc, qui va finir par gagner. Et puis, il y a le roi d'Espagne qui concourt pour les couleurs de sa fille, Isabelle Claire-Eugénie, parce que le roi d'Espagne, Philippe II, a eu de la fille de Catherine de Médicis une fille. Et donc, il estime que le trône de France, maintenant qu'il n'y a plus de roi, eh bien, c'est pour sa fille. Donc, la guerre a donné quand même... les Français, ils ont dit une femme et une Espagnole, ça fait peut-être beaucoup. Donc, ils se sont rassemblés autour d'Henri IV, qui a eu aussi la bonne idée de se faire catholique. Donc, fin de la guerre en France, et on met Henri IV au pouvoir. Et Henri IV, pendant les 6 ou 7 années où il a mené la guerre civile, l'a faite au nom de la loi salique. Il a dit, c'est moi qui suis le vrai successeur du royaume de France à cause de la loi salique. Donc là, la loi salique devient un mythe national à peu près à ce moment-là, à la fin du XVIe siècle. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu de contestation parmi tous ces gens qui savaient bien que c'était une imposture complète, hein, une invention? Alors, on peut parler d'abord des rois. Les rois savaient bien, les rois français, les Valois donc, puis les Bourbons, savaient tous qu'ils étaient assis sur un faux. Mais évidemment, ils ne pouvaient pas le dire, puisque sinon, on leur aurait dit, la porte, c'est par ici. Hein. Donc, ils sont tenus par la raison d'État, l'idée de ne pas vouloir recréer la guerre civile, et puis surtout de ne pas descendre du trône parce qu'ils ont dit qu'ils étaient assis sur un faux. Les reines et régentes de cette famille-là, c'est la même chose. Elles savent que c'est faux, mais elles ne peuvent rien en dire, puisqu'elles sont liées à la famille royale. En revanche, il y a des gens qui protestent, et notamment, il y a déjà des féministes à l'époque, je vais vous en montrer un très grand féministe, Corneille Agrippa, qui est furieux de ce qu'on fait aux femmes à cette époque-là, et qui dit ceci: tous les offices publics, donc la royauté aussi, même si je ne le dis pas trop fort, tous les offices publics aux lois lui sont interdits à la femme. Hein. Il ne lui est point permis de postuler en jugement, combien qu'elle soit prudente. Davantage, elles sont déboutées quant à juridiction, en arbitre, en adoption, en intercession, en procuration, en tutelle, en cure et en cause testamentaire et criminelle. Aussi sont déboutées quant à prêcher la parole de Dieu contre l'écriture expressément mise par laquelle le Saint-Esprit leur a promis par le prophète, disant « Vos filles prophétiseront ». Comme au temps des apôtres, elles enseignaient et prêchaient publiquement. Donc on a des gens qui protestent très fort, mais qui sont quand même tenus par la raison d'État, qui ne peuvent pas dire « et à propos, la loi salique, c'est un faux ». Donc, ils ne le disent pas. On a aussi de vrais historiens qui font la même... Je dis vrais historiens, c'est pour faire la différence avec les historiographes qui écrivent parce qu'on leur donne, parce que le pouvoir leur dit « écrivez-nous l'histoire qu'il nous faut hein ». Alors, de vrais historiens, par exemple ici, Pasquier, qui nous dit ceci à propos de Frédégonde, il essaye de remonter
je ne sais pas comment on peut dire, la réputation, voilà, de Frédégonde. Frédégonde administra toutes les affaires de France pendant le Sousage, c'est-à-dire la minorité du roi Clotaire, son fils, et les administra si bien, si dextrement, qu'il se vit avant que mourir monarque des Gaules et des Allemagnes. D'ailleurs, les anciens Germains avaient accoutumé d'appeler les femmes aux affaires d'État aussi bien que les hommes. Ce qui est une manière, encore une fois, de ne pas dire complètement ouvertement la loi salique est un faux, mais quand même de le dire, et ce qu'on raconte sur ces femmes qui auraient usurpé le pouvoir, c'est faux, et les Germains, les Saliens sont des Germains, avaient l'habitude d'appeler des femmes au pouvoir. Alors, il y a aussi les ultra-catholiques qui ont dit, alors c'est les seuls qui ont dit c'est un faux, parce qu'ils voulaient vraiment attraper le pouvoir, mais encore une fois, un Espagnol au nom d'une fille. Donc, il n'a pas eu beaucoup de succès. Une fois que Henri IV est arrivé au pouvoir, on est dans le temps du mensonge d'État. Il est arrivé, c'est bon, la France a décidé qu'elle avait choisi non seulement des catholiques, mais que des hommes, et il y a cette idée que la France a une vieille coutume qui s'appelle la loi salique qui commence à rentrer dans les idées. Et le problème, c'est qu'on attendait, certains juristes en tout cas attendaient d'Henri IV qu'il statue là-dessus, qu'il fasse des lettres patentes sur comment se passent les régences, etc., etc. Il ne l'a jamais fait. Aucun des rois de ses successeurs ne l'a fait, pour une très bonne raison, c'est que la loi salique, l'idée que quand un roi meurt sans héritier mâle, il faut aller chercher un cousin en montant peut-être à Saint-Louis ou peut-être à savoir à Clovis, c'est une idée absurde. C'est une idée qui ne peut pas plaire. Moi j'appelle ça une loi de Bruxelles aussi, vous savez. C'est-à-dire c'est un truc mécanique, mais évidemment quand on fait de la politique, on sait bien qu'on ne fait pas les choses comme ça. Si un roi meurt et qu'il n'a pas de fils ou de petit-fils, on voit ce qu'on fait, mais on ne se met pas les pieds, on se prend pas les pieds dans une loi mécanique. Donc ils n'ont jamais statué, sauf le dernier qui a bien été obligé de le faire puisqu'il avait un peu une baïonnette dans le dos. Entre-temps, donc, sur la fin du règne des Bourbons, on a toute une littérature qui explique ce que c'est que la loi salique, qui parle du roi Pharamond, etc., etc. Et on a cette histoire de France qui a été réécrite, qui continue d'être écrite, où il y a peut-être une petite dame là qui représente la France ou la monarchie, mais sinon il y a que des hommes. Et grosso modo, on nous raconte l'histoire du roi qui a vu ensuite le roi, et ensuite le roi, et ensuite le roi, et il n'y a jamais de femme. Alors, des fois, l'histoire n'est pas aussi simple qu'on voudrait. Il y a quand même eu 2 dernières régentes, Marie de Médicis entre Henri IV et Louis XIII, et puis Anne d'Autriche entre Louis XIII et Louis XIV. Alors, c'est un moment où... alors, comment se fait-il? On dit qu'en France, on ne doit pas avoir la gynécocratie, et on a encore des femmes au pouvoir. Donc, on continue les historiens continuent à remettre un petit peu du bois dans la cheminée, là, pour que on y croit bien. Et il y a un nouvel élément qui rentre aussi, qui m'intéresse bien, c'est l'Académie française, créée entre le départ de Marie de Médicis et l'arrivée au pouvoir d'Anne d'Autriche, l'Académie française qui va mettre son grain de sel là-dedans et qui va essayer de conforter l'idée qu'en France, les femmes ne peuvent pas avoir le pouvoir. Et c'est-à-dire qu'ils vont trouver les mêmes règles dans la langue française. Et s'ils ne les trouvent pas, ils vont les créer dans la langue française. Voici par exemple ce que dit un qui n'était pas à l'Académie mais qui aurait pu y rentrer, Bourse, qui dit « Si je parle des hommes et des femmes qui sont dans une compagnie, après avoir dit qu'il y avait dans cette compagnie diverses personnes de la cour et de la ville, je dirais « ils parlèrent des affaires de la guerre et non pas elles, car les hommes et les femmes sont la chose signifiée et quand les 2 genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. » Donc en France, non seulement on a la loi salique, mais on a des règles de grammaire spécifiques à nous qui disent que le masculin est plus fort que le féminin. Et dans le premier dictionnaire de l'Académie, qui date donc de 1694, on a même cette nouvelle définition du mot homme, qui a dû un peu surprendre à l'époque. Homme, substantif masculin, animal raisonnable, ça c'est pour dire que c'est un animal mais pas comme les bêtes. En ce sens, il comprend toute l'espèce humaine et se dit de tous les 2 sexes. Voilà. Donc même le mot homme
qui normalement pour tout le monde veut dire mâle humain adulte, eh bien, non, ça veut dire les femmes aussi. Hein. Donc on a tout un travail de l'Académie à partir de ce moment-là pour essayer au fond, de conforter tout ce qui se dit ailleurs sur la question de l'histoire, sur la question de la littérature, etc., etc. Alors, nous arrivons au temps des Lumières, j'avance quand même, vous voyez. Les Lumières. Eh bien, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Alors, par exemple, chez les historiens, ou plus exactement, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire, hein, ils vont dans le même sens. Chez les historiens, voici un grand historien du droit, Montesquieu, dans l'Esprit des lois, qui nous dit ceci. Les régences mâles, hardies, insolentes de Frédégonde et Brunehaut avaient moins étonné cette nation qu'elle ne l'avait avertie. Parce que ça veut dire, mais on sent bien que ça veut dire quelque chose. Hein. Frédégonde avait défendu ses méchancetés par ses méchancetés mêmes. Elle avait justifié le poison et les assassinats par le poison et les assassinats. Elle s'était conduite de manière que ses attentats étaient encore plus particuliers, privés, que publics. Frédégonde fit plus de mots, Brunehaut en fit craindre davantage. Il sait parfaitement que c'est faux, hein, mais ça fait rien, va dans le même sens. Hein. Les philosophes, alors on aurait pu prendre Montesquieu pour philosophe, mais je vais en prendre deux autres. Ici Rousseau qui nous dit dans une lettre à d'Alembert qu'un monarque gouverne les hommes ou les femmes, cela doit lui être assez indifférent pourvu qu'il soit obéi. Mais dans une république, il faut des hommes. Voici Voltaire qui nous dit le temps, alors il nous parle de la loi salique, c'est le seul qui sait que c'est un faux, hein. Mais il nous dit ceci quand même, enfin c'est le seul qui dit que c'est un faux et qui s'en amuse. Mais il nous dit ceci quand même, le temps a donné à cet usage la force de la loi la plus simple. En quelque temps que la loi salique ait été ou faite ou interprétée, il n'importe, elle existe, elle est respectable, elle est utile et son utilité l'a rendue sacrée. C'est pas souvent qu'on entend Voltaire parler de sainteté, de sacré, etc. Mais pour ça, oui, il était d'accord qu'il fallait maintenir ce faux. Il le sait que c'est un faux. Alors des écrivains, j'en ai trouvé un que vous reconnaîtrez peut-être, qui nous dit dans un texte qui s'appelle la Henriade, qui a été furieusement connu au XVIIIe siècle, à propos de Catherine de Médicis. Ses mains autour du trône, avec confusion, semaient la jalousie et la division, opposant sans relâche, avec trop de prudence, les Guises aux Condé et la France à la France, toujours prête à s'unir avec ses ennemis, échangeant d'intérêts, de rivaux et d'amis, esclave des plaisirs, mais moins qu'ambitieuse, infidèle à sa secte et superstitieuse. Sa secte, c'est soi-disant qu'elle était protestante. Infidèle à sa secte et superstitieuse, possédant en un mot pour ne pas dire plus, défaut de son sexe et peu de ses vertus. Alors c'est toujours Voltaire qui a écrit cette épopée, la Henriade, qui est un énorme succès de librairie jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors, que disent les savants? Voici un savant important qui parle de l'homme, qui nous dit ceci de l'homme. Sa taille haute, sa démarche fière, ses mouvements souples et assurés, ses nouveaux goûts, ses nouvelles idées, enfin, tout retrace en lui l'image de la force et porte l'empreinte du sexe qui doit asservir et protéger l'autre. Voilà, des savants, des médecins qui vantent évidemment la supériorité masculine. On est un peu loin de l'histoire, mais ça va tout dans le même sens, comme vous le voyez. Des critiques d'art. Alors, voici un critique d'art qui écrit en 1783 dans une revue, Triumvirat des Arts, qui nous dit « Le bras, la tête, le cœur des femmes sont privés des qualités essentielles pour suivre les hommes dans la haute région des beaux-arts. Si la nature en produisait une capable de ce grand effort, ce serait une monstruosité, d'autant plus choquante qu'il se trouverait une opposition nécessaire entre son existence physique et son existence spirituelle. » Alors, je ne sais pas où vit ce monsieur, mais à l'époque, à Paris, il y a deux dames, deux très grandes peintres, J. Lebrun et la Biblia, qui sont à l'Académie de peinture et sculpture, qui est la seule académie qui ait jamais accepté les femmes, même si on a inventé un quota pour qu'elles ne soient jamais plus de 4, n'est-ce pas? En tout cas, il y avait de très grandes dames à ce moment-là, qui étaient des monstruosités, comme le dit ce monsieur.
Je donne une petite citation encore de linguistes, parce qu'eux aussi, ils vont de leur petit numéro. Ici, Nicolas Bosé, il dit « Si un adjectif se rapporte à plusieurs noms de différents genres, il se met au pluriel et il s'accorde avec celui des noms qui est du genre le plus noble. Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » Vous voyez comme c'est scientifique. On arrive au temps de la Révolution, qui est un moment clé évidemment de notre histoire et de cette histoire que je raconte en particulier. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, j'espère que tout le monde sait ici qu'elle a été écrite pour des hommes, c'est-à-dire pour ouvrir de nouveaux droits aux hommes, le droit de voter, le droit d'être élu, le droit de faire tous les travaux qu'on pouvait faire en fonction de ses compétences. Mais vous savez aussi que les femmes n'étaient pas d'accord avec ça, qu'il y a eu une très grande activité des femmes pendant la Révolution, notamment vous voyez ici la marche des femmes sur Versailles, hein, qui ne voulaient pas que la discussion se fasse à Versailles, mais qu'il fallait qu'elle se fasse à Paris devant le peuple. Et le jour où les femmes arrivent à Versailles, l'Assemblée est en train d'adopter ces premiers articles de Constitution, dont celui-ci qui dit « La royauté est indivisible et déléguée héréditairement à la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. » C'est-à-dire que ça, c'est la traduction propre, si vous voulez, de la loi salique. On ne parle pas de loi salique, mais c'est l'idée de la loi salique. Les femmes sont exclues à perpétuité de la transmission du pouvoir. Et donc, vous voyez, c'est une loi qu'on s'imagine être... D'abord, on s'imagine que c'est une loi, ce n'en est pas. On s'imagine que c'est fait par les rois, ce n'est pas fait par les rois. La première fois que cette imposture passe dans le droit public, c'est dans la première Constitution. Hein. Et quelques semaines plus tard, en décembre, on a les premières lois électorales qui sont votées par l'Assemblée et qui disent qu'il va y avoir des élections en France, les femmes ne voteront pas. Hein, aucune femme ne votera, même si elle est riche, même si elle a tout ce qu'il faut qu'on demande aux hommes d'avoir pour pouvoir voter. Alors, sur la question de l'éducation, l'Assemblée en a discuté un petit peu, pas beaucoup les femmes, mais voici ici ce que dit Talleyrand dans un rapport sur l'instruction publique qu'on lui avait demandé. Si nous leur reconnaissons, il parle des femmes, si nous leur reconnaissons les mêmes droits qu'aux hommes, il faut leur donner les mêmes moyens d'en faire usage. Si nous pensons que leur part doit être uniquement le bonheur domestique et le devoir de la vie intérieure, il faut les former de bonheur pour remplir cette destination. Magnifique alternative. Mais la dissertation s'arrête tout de suite. La suite, c'est ceci. Qu'on ne cherche donc plus la solution d'un problème suffisamment résolu. Élevons les femmes, non pour aspirer à des avantages que la Constitution leur refuse, mais pour connaître et apprécier ceux qu'elle leur garantit. Voilà, donc, pas d'éducation pour les filles, elles sont bien chez elles, ça suffit. Olympe de Gouges, vous le savez, a protesté longuement, et on nous en parlera peut-être tout à l'heure, puisque Olivier Blanc est là. Elle a fait cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, a déclaré par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances, puisqu'on avait une déclaration des droits de l'homme et des citoyens, elle proposait qu'à côté, il y a une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui groupait d'ailleurs les deux, et elle disait ceci avec beaucoup d'intelligence: la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Hein. C'est ça l'égalité. Hein. Sauf que c'est pas tout à fait comme ça que l'entendent certains, et à ce moment-là, on réécrit beaucoup l'histoire, et voici un des livres qui, pour moi, est celui qui a le plus légitimé le meurtre à venir de Marie-Antoinette. C'est celui des crimes. Le livre s'appelle « Les crimes des reines de France depuis le commencement de la monarchie jusqu'à Marie-Antoinette », publié par Prudhomme. Je pense que c'est soit Prudhomme, soit La Vicomterie. L'auteur, c'est certainement pas une femme. Donc ce livre refait toute l'histoire de France, et évidemment sans épargner Brunehaut et Frédégonde et toutes les autres. Et les reines sont soit des nullités absolues dans ce livre, soit elles ont toutes fait des crimes. Toutes. Et la dernière, évidemment, c'est la pire, c'est Marie-Antoinette.
Alors, vous savez que ça, à ce moment-là, la révolution avance et elle avance mal. On va bientôt entrer dans la terreur. On y entre après le meurtre de Charlotte Corday, par Charlotte Corday de Marat. Voici lorsque les femmes demandent leur droit, vraiment d'avoir des droits à la Révolution. Voici ce que Amar dit à la Convention le 30 octobre 1993, donc quelques mois après le début de la Terreur. Les femmes sont disposées, par leur organisation encore, à une exaltation qui serait funeste dans les affaires publiques. Et les intérêts de l'État seraient bientôt sacrifiés à tout ce que la vivacité des passions peut produire d'égarement et de désordre. Il a demandé à l'Assemblée de voter ce qu'il a proposé, c'est-à-dire un décret qui dit que les clubs et les sociétés populaires de femmes, sous quelque dénomination que ce soit, sont défendus. Donc fermeture obligatoire des clubs de femmes à partir du soir du 30 octobre. Les femmes sont allées protester à la Commune et voici ce qu'elles ont entendu à la Commune de Paris. Femmes imprudentes qui voulaient devenir des hommes, n'êtes-vous pas assez bien partagées, assez bien loties? Que vous faut-il de plus? Votre despotisme est le seul que nos forces ne peuvent abattre parce qu'il est celui de l'amour. Et par conséquent, l'ouvrage de la nature. Au nom de cette même nature, restez ce que vous êtes. Et loin de nous envier les périls d'une vie orageuse, contentez-vous de nous les faire oublier au sein de nos familles. Donc, niette depuis le début, pas question. Et on entre évidemment à ce moment-là dans le temps de la guillotine. Les femmes ont beaucoup payé, soit à la guillotine, soit au meurtre sauvage. Là, j'en donne quelques-unes, évidemment. Le bal commence avec Marie-Antoinette, Olympe de Gouges quelques jours plus tard, Madame Roland, même Madame Dubarry, qui n'avait rien fait, la pauvre chérie, enfin, je veux dire, je ne sais pas d'où ils l'ont sortie pour la mettre sur l'échafaud, et même Madame Élisabeth, la sœur du roi, qui n'avait rien fait non plus, voilà. Et puis quelques autres héroïnes de la Révolution qui ne sont pas mortes sur la guillotine, mais qui sont mortes quand même, Caroline de Méricourt, enfermée dans un asile, qui est morte dans un asile, Claire Lacombe, qui est morte quelques temps après avoir passé des mois et des mois en prison. En gros, je crois qu'on estime, je ne sais pas si c'est où en sont aujourd'hui les historiens, que les femmes ont été à peu près 20% des victimes sauvages ou décidées, pseudo-légales de la Révolution. Alors l'après-révolution, on est chez les directeurs, là, le directoire, bon, pas de dame, mais il y a bien encore pire. Au soir des émeutes de Prairial en Troyes, il y a cette décision qui est prise. Les femmes se retireront jusqu'à ce qu'autrement soit ordonné dans leurs domiciles respectifs. Les assemblées de plus de 5 femmes sont interdites sous peine d'être dispersées par la force armée et successivement mises en état d'arrestation. Donc, on a là la loi martiale prononcée pour les femmes, puisqu'elles faisaient encore partie des émeutes, elles étaient encore dans la rue et elles disaient encore leur désaccord avec ce qui se passait. Alors, après la Révolution, voici un avis de Germaine de Staël, dont on a parlé tout à l'heure, qui nous dit ceci dans son livre De la littérature. Si l'on voulait que le principal mobile de la République française fût l'émulation des Lumières et de la philosophie, il serait très raisonnable d'encourager les femmes à cultiver leur esprit. Néanmoins, depuis la Révolution, les hommes ont pensé qu'il était politiquement et moralement utile de réduire les femmes à la plus absurde médiocrité. Et comme on l'a dit aussi tout à l'heure, comme on l'a vu, son ami Napoléon l'a envoyé en exil. Alors, l'Empire, c'est un moment absolument terrible pour les femmes, avec le Code civil, où elles sont effectivement réduites à être des mineurs à vie, en tout cas les femmes mariées, les autres on n'en parle même pas. Le Code pénal qui explique ce qu'il faut faire quand on a fait les peines qui sont évoquées dans le Code civil. Et ces deux codes qui ont été quand même largement dispersés dans ce qu'on appelle à l'époque les républiques sœurs, puisque Napoléon a conquis une bonne partie de l'Europe et a porté une partie de la législation, la nouvelle législation française dans ces républiques où bien souvent on voit qu'il y a des choses qui s'améliorent, mais il y a aussi du point de vue du droit des femmes des reculs. Alors j'en arrive au temps des constitutions, j'ai presque fini.
Je rappelle donc la première constitution française de 1791. La royauté est indivisible et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Passons à la constitution de 1804. La dignité impériale, oui, on a changé de régime, on n'est plus dans la monarchie, on est dans l'Empire. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Si on regarde 48, évidemment, les constitutions républicaines ne parlent pas du pouvoir des femmes, mais elles disent d'autres choses, avec un petit clin d'œil, je ne sais pas, ou en gros, la République doit protéger le citoyen, dans sa personne, sa famille, voilà, les femmes sont du côté de la famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes. Pas plus clair que la période de 1848, époque où le mot fraternité est rentré dans la devise nationale. 1852, on est à nouveau chez les Napoléons, là, chez les Bonaparte. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis-Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. C'est une sorte de coupé-collé, que d'ailleurs, si j'avais le temps, j'aurais regardé des constitutions italiennes, d'autres constitutions en Europe, où on a exactement la même formule. Alors, c'est l'époque de l'histoire aussi, c'est le grand moment de l'histoire, du XIXe siècle, l'histoire masculiniste. Alors, il y a toujours dans les livres d'histoire des dames un peu dénudées. Ça fait, je ne sais pas si elles sont là pour faire la compensation avec le contenu, mais évidemment, le contenu, c'est qu'il n'y a que des hommes, on nous parle des hommes, et c'est le cas dans toutes les histoires de France de l'époque, où j'ai compté parmi les grandes histoires, il y en a une vingtaine à peu près en plusieurs volumes, on passe de 1% à 8%. Henri Martin, c'est le plus féministe, il y a 8% de choses sur les reines, mais la plupart du temps, elles ne sont pas là, il n'y a rien. Et on a la même chose, évidemment, dans les cours de littérature, où il n'y a que de la littérature d'hommes. Alors, est-ce qu'on est passé, finalement, aujourd'hui, là, si on fait un bond, il y a eu un déblocage à un moment. Oui, il y a eu les premiers déblocages, se passent à la fin du 19e siècle, avec, on en a parlé aussi encore tout à l'heure, Julie Victoire d'Aubry, la première bachelière, 1861, quelque part, c'est le petit trou qui va faire tomber la forteresse, puisque depuis qu'il y avait des universités en France, c'est-à-dire depuis le XIIIe siècle, aucune femme n'avait pu aller à l'université et décrocher un diplôme. Donc le bac, ça marche, et donc, elle a des aides évidemment, dont l'impératrice Eugénie, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, il y a aussi, grâce à l'impératrice Eugénie aussi, l'ouverture d'universités, notamment l'université de médecine. Ici, vous voyez Madeleine Bress, la première doctoresse en médecine qui soutient sa thèse ici, 1875. Jeanne Chauvin, une des premières, la seconde, je crois, doctoresse en droit, qui prête serment après une très grosse bagarre pour que le barreau français soit ouvert aux femmes. Mais le droit politique, est-ce qu'on est dans le déblocage? Je pense qu'on est plutôt dans le genre blocage. Voilà, je vous montre les pays qui ont accordé le droit, la citoyenneté aux femmes. On y arrive. Voilà. Alors, c'est donc là, de ce côté, ça bloque très, très sérieusement. Ça bloque, évidemment, dans les assemblées, alors même qu'à partir de 44, 45, les femmes peuvent être élues. Les assemblées sont pleines d'hommes. À la tête aussi, alors je ne vais pas continuer parce que vous connaissez. À l'école, qu'est-ce qu'on apprend? Je vous montre ici c'est peut-être difficile de voir, mais vous voyez, en 1952, ici, un manuel qui a été valable dans l'école française de 1952, où on nous parle des reines ennemies qui gouvernèrent à la place de leurs fils, et leur querelle continua, pleine de crimes. Brunehaut finit par être prisonnière du fils de Frédégonde, sans pitié pour cette reine de 70 ans
il la fit attacher à la queue d'un cheval sauvage qui, la traînant sur les pierres des chemins, la mit en lambeaux. En fait, ça fait déjà un siècle et demi qu'on s'amuse avec le supplice de Brunehaut. Et là, on propose aux enfants des écoles, qui ont 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, de bien se rendre compte que fut le supplice de Brunehaut. Et un autre extrait, ici, à propos de... ça va encore le plus loin, c'est un livre manuel qui a couru jusqu'en 1968, à propos de Catherine de Médicis. Alors, c'est pas sur Catherine de Médicis, parce que ce serait trop, c'est sur Michel de l'Hôpital. Lisons. Au moment des guerres de religion, la France est gouvernée par une reine, Catherine de Médicis. Son bon et grand ministre, le chancelier Michel de l'Hôpital, veut arrêter les luttes entre les catholiques et les protestants, ce qui est vrai. Il montre à la reine les affreux malheurs causés par la guerre, la campagne déserte, ses habitants mourant de faim. Il supplie aussi les Français de cesser leurs querelles. Mais la méchante Catherine de Médicis le renvoie. En apprenant la reprise des guerres de religion et les massacres de la Saint-Barthélemy, Michel de l'Hôpital meurt de chagrin. Voilà. Donc, une horrible femme qui pourtant était d'accord avec Michel de l'Hôpital et qui est pour pas grand-chose dans la Saint-Barthélemy. Alors, ce blocage, il va très loin, ce blocage sur la question des femmes et du pouvoir. Quand on voit les débuts de l'histoire des femmes en France, par exemple, ce livre qui a marqué Une histoire des femmes est-elle possible, il n'y a rien sur la question du pouvoir politique, j'entends. Et il n'y a quasiment rien non plus dans la grande histoire dirigée par Duby et Perrault, très très peu de choses, en général rédigées par des étrangères. En France, on ne parle pas du pouvoir des femmes, toujours en 1991. Le vrai déblocage est à la fin du XXe siècle, lorsqu'il y a eu la campagne pour la parité. Alors, voici par exemple des choses qui a servi à cette campagne, le manifeste des 577. Il y a 577 sièges à l'Assemblée nationale, donc il y avait 577 signataires. Et que disait ce manifeste qui est paru dans Le Monde en novembre 93? On était en train de fêter d'une certaine manière la mort de l'âme de Gouges, que les Françaises sont électrices et éligibles depuis 1945. Combien sont-elles au Parlement aujourd'hui? 5% seulement, moins encore qu'il y a 48 ans. Les dernières élections législatives prouvent qu'une fois de plus, que rien ne changera, sinon par la loi. Alors moi, c'est à partir de ce moment-là, je faisais partie de ce groupe, que j'ai commencé à réfléchir sur la spécificité, sur l'exception française en la matière. Et donc, quelques années plus tard, j'ai sorti mon premier livre sur la France, les femmes et le pouvoir, qui s'appelait donc L'invention de la loi salique, que vous ne trouverez pas là-haut, puisque s'il y en avait hier, ils ont tous été vendus. Alors, je finis sur l'intérêt du masquage. Pourquoi ce mensonge si long sur l'histoire de France, sur la place que les femmes ont jouée à la tête de l'État? Encore une fois, on ne parle pas des maîtresses, on parle des femmes qui ont vraiment gouverné. Eh bien, la première chose, je pense, ce sont mes hypothèses, c'est de faire croire que la domination masculine est éternelle, qu'elle est naturelle, voilà, que ça a toujours été, donc c'est normal, on sort tout juste de la préhistoire, quelque part, nous autres. Faire cacher l'ampleur des luttes qui ont été nécessaires pour maintenir cette domination masculine ou pour l'accentuer, parce qu'on fait disparaître les femmes, on fait disparaître les personnes qui les ont écartées, qui n'ont pas fait l'histoire comme il fallait, qui n'ont pas écrit l'histoire comme il fallait, ou qui ont fait des lois pour qu'elles soient écartées, qu'elles ne puissent pas voter, etc. Ça sert à faire disparaître les gens, femmes ou hommes, qui ont résisté à cette oppression, qui sont des héroïnes et des héros, qui devraient être dans notre panthéon et qui n'y sont pas. J'en ai évoqué quelques-uns. Corneille Agrippa, je ne pense pas que quiconque le connaisse, pourtant c'est un très grand écrivain, c'est un très grand humaniste. Ça sert à cacher que la France a été la championne de la lutte contre la gynécocratie. Je n'ai pas eu le temps de le dire, mais on aurait pu dire ce qui a été de l'exportation de la loi salique en Espagne, en Suède, etc., etc. Mais c'est nous qui avons commencé, c'est nous qui avons inventé ça. Faire prendre les ennemis de l'égalité pour des innocents, voire des amis, voire des héros, je pense à certains philosophes, et priver les femmes de modèles,
obliger les ambitieuses à s'identifier à des hommes, ce qui est évidemment très handicapant, parce que c'est pas la meilleure manière de réussir une carrière de femme si on doit s'identifier à un homme. Et finalement, c'est retarder le temps de l'égalité. Donc, pour en savoir plus, j'en ai presque tout à fait terminé. Je rappelle donc ces livres sur lesquels je travaille, cette longue histoire sur laquelle je travaille depuis la fin des années 90, depuis la campagne pour la parité. Cette série de livres donc, qui s'appelle « La France, les femmes et le pouvoir », qui a consisté en 4 livres jusqu'à présent. Le premier, qui est sorti en 2006, qui s'appelait « L'invention de la loi salique », qui porte sur les siècles 5e jusqu'au 16e. Le deuxième, les résistances de la société, qui portait sur les âges classiques, on va dire, 17e, 18e. Le troisième, qui est spécifique pour la période révolutionnaire, j'ai appelé « Et la modernité fut masculine », 1789-1804. Le dernier, qui est sorti en 2020, sur le premier 19e siècle, l'âge d'or de l'ordre masculin. Et puis, je suis en train d'écrire, j'espère que j'y arriverai, le dernier volume qui ira, donc vous revoyez ici la photo de Doubié, la première bachelière, qui s'appellera, j'espère, La forteresse assiégée, puisque c'est le début de la fin, la première femme qui passe le bac, mais elle se fait attendre la fin. Et donc, j'irai jusqu'en 2000, qui est la période de la décision de la parité, même si le mot parité n'est pas dans le droit français, dans les textes de droit français. Un petit livre qui fait, un tout petit livre là, parce que les autres sont des gros livres, c'est des gros livres d'histoire, un tout petit livre qui fait un peu le bilan de pourquoi, la querelle des femmes, ou n'en parlons plus. La querelle des femmes, c'est l'histoire du débat qui date du XIIIe siècle, XIIIe siècle, le débat d'abord entre universitaires, entre hommes savants, sur les femmes. Il y a des milliers de livres qui ont été écrits sur les femmes depuis le XIIIe siècle, dans toute l'Europe. Qu'est-ce que les femmes doivent faire? Qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire? Comment les épouser? À quel âge? Comment les éduquer? Comment les punir? Etc. etc. Et c'est évidemment les hommes les plus titrés qui écrivaient ces livres. Évidemment, depuis le milieu du XXe siècle, ça n'est plus bien porté. Donc, on a effacé cette histoire, parce qu'on devrait la connaître. N'en parlons plus, c'est une citation de l'introduction du livre de Simone de Beauvoir, le deuxième sexe. Simone de Beauvoir, dans son introduction, explique que les femmes viennent juste d'acquérir la citoyenneté. Elle veut écrire un livre, une sorte de bilan d'état, des choses, et quand elle en parle autour d'elle, on lui dit « Non, mais là, c'est ta vieille chose, tout ça, les querelles, là, n'en parlons plus. » Et effectivement, en général, on n'a pas entendu parler de la querelle des femmes, et on n'a pas entendu parler de toute cette histoire que je vous raconte. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait beaucoup d'articles autour de cette recherche depuis 25 ans, et ils sont tous en ligne, en accès libre sur mon site. Et j'en ai terminé.